Bonjour, nous allons continuer un petit peu notre cours, même dans ces conditions bien sûr. Sachez que l'on va faire un petit peu tout pour que vous puissiez suivre son problème sur la vidéo. D'ailleurs c'est quand même bien parce que vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez un petit peu avancer, vous pouvez vous arrêter sur les documents longtemps pour comprendre. Donc finalement c'est quand même une bonne chose d'apprendre sur des vidéos. Bien sûr rien ne remplace quand même la classe parce que il y a une certaine c'est pas un esprit on peut dire qui est présent, qui aide à l'apprentissage quand il y a les étudiants et l'enseignant, et quand on parle, quand on discute, quand on fait passer les choses, il y a une énergie qui nous accompagne, qui fait quand même qu'on ne peut pas remplacer un petit peu les conditions de la classe par autre chose. Mais dans ces conditions, on doit faire avec ce que l'on a et ne pas perdre le temps, bien sûr. Voilà, donc vous lisez ici tempête tropicale et risques associés, les données actuelles. Bon, c'est-à-dire que l'on va s'intéresser à des phénomènes toujours qui intéressent un petit peu les milieux littoraux, les milieux côtiers, et qui surgissent parfois disons, en un clin d'œil et qui peuvent changer pratiquement le paysage d'une côte ou d'un littoral, et qui sont bien sûr des phénomènes auxquels et par lesquels et sur lesquels on doit bien sûr faire beaucoup de calculs, sinon dans les aménagements il faut en tenir compte, quoi. C'est-à-dire il faut tenir compte de ces phénomènes qui peuvent bien sûr défigurer carrément le littoral ou encore les infrastructures côtières. Ben, c'est ce que vous voyez ici sur une image de ce paysage de paradis ou paradisiaque. Ce sont les îles tropicales et sous les tropiques. Bien sûr, c'est les régions les plus visitées par le tourisme international. Et bien sûr, c'est la belle vie, quoi. C'est le soleil, la mer. Une saison unique, pratiquement une seule saison par an, vous avez toujours 27 degrés et le soleil presque toujours, donc ça c'est extraordinaire. Mais ce paysage peut vraiment tourner en ça, bien sûr, en quelques heures, seulement en quelques heures. Et donc la nature, elle est, disons, imprévisible, et c'est pour ça que les gens étudient quand même le phénomène naturel. On essaie de suivre, essayer de comprendre comment ça va et comment ça se déroule au cours des années. Et on rassemble les données et on les cumule et on essaie de les synthétiser, un petit peu de les faire parler pour que l'on puisse comprendre comment ça marche. Voilà, donc c'est un phénomène naturel de toute façon. Les tempêtes, c'est un phénomène naturel, soit des tempêtes tropicales, soit des tempêtes hivernales, comme celles que l'on reçoit de temps en temps chez nous. Mais ici, c'est un phénomène qui est beaucoup plus violent quand même. Mais attention, la violence, c'est quand même une chose relative. Parce que même en Europe, bien sûr, ces dernières années, on commence à vivre, et sur les côtes européennes, et aussi, je pense qu'on n'est pas très loin, bien sûr, les phénomènes s'aggravent et deviennent de plus en plus violents. Voilà pourquoi on doit étudier ces phénomènes comme elles sont, bien sûr, ou comme ils sont, et en tenir compte, bien sûr, dans nos aménagements. Bon, les masses d'air, bien sûr, tous ces phénomènes sont liés, plus ou moins. Ils sont liés à la circulation des masses d'air dans l'atmosphère. Depuis longtemps, les gens se sont posé les questions, bien sûr, est-ce qu'il y a des liaisons entre ce que l'on voit dans
des phénomènes météorologiques, est-ce que l'on peut les prévoir, etc. Et vous savez, jusqu'à un certain temps, jusqu'à des décennies derrière nous, les gens n'arrivent même pas à comprendre comment on peut prévoir la météo de demain. Alors que maintenant, tout le monde a sur son portable, bien sûr, les dernières données météorologiques et on sait que demain sera, etc. et après-demain sera, etc. Donc là, c'est des changements, bien sûr, qui viennent à la suite de beaucoup de travail et de beaucoup de travaux aussi qui ont été faits par des gens qui se sont investis quand même dans ces choses, bien sûr, et des organismes et des universités, des centres de recherche, etc. Donc beaucoup de choses qui ont été cumulées. Et s'il y a une chose sur laquelle le monde est réuni, c'est la collecte des données météorologiques, vous le savez. Vous devez savoir, les données météorologiques sont collectées chaque heure à travers tous les centres et tous les systèmes de mesure sur la Terre. Et ils sont renouvelés chaque 15 minutes, si vous voulez, ou chaque 1 heure. On a des nouvelles données et il y a une mise à jour des perturbations pluvieuses, orageuses, etc., des vents sur la Terre, etc. Vous pouvez suivre ça. Mais en quoi, si l'on veut comprendre un petit peu comment ça marche, globalement, globalement, vous avez la Terre ici. Bien sûr, vous avez 23 degrés, l'inclinaison du pôle Nord par rapport à l'écliptique terrestre et qui va avec le Soleil. Donc, c'est 23 degrés dont on a parlé l'autre jour qui vont donner les saisons, bien sûr. Mais on ne va pas s'intéresser à ça tout de suite. Ce qui nous intéresse, c'est le découpage ici de la Terre en partant de l'équateur, ici, c'est ce que vous trouvez ici comme convergence intertropicale. Vous montez, vous allez vers le nord, vous allez trouver bien sûr les 30 degrés, soi-disant, des 30 degrés, et vous montez jusqu'à, vous allez vers le nord, c'est les 60 degrés ici du pôle, du cercle polaire, et puis le nord, bien sûr. Mais si on s'intéresse un petit peu à la Terre, elle est symétrique, et de l'autre côté, on va trouver la même chose. Et ce que l'on a remarqué depuis longtemps, c'est qu'il y a des vents un petit peu d'ouest qui vont dominer surtout dans l'Atlantique Nord et qui vont faire circuler les perturbations en allant des côtes du Canada vers l'Islande et vers l'Angleterre, vers la mer du Nord ici. Il y a des alizés du nord-est qui vont et qui étaient toujours des vents qui accompagnaient un petit peu les marins pour aller traverser l'Atlantique et si vous voulez, aller jusqu'aux côtes de l'Amérique, ici centrale et du sud. Et c'était des vents, bien sûr, que les marins essayaient de prendre pour toujours arriver à bon port, si on peut dire, sur les côtes américaines. Donc c'est ce qu'on appelle les alizés du nord-est. De la même manière, vers le sud, c'est un petit peu l'équivalent, bien sûr, mais dans le sens contraire. Pourquoi? Parce que, plus ou moins, parce qu'il y a une rotation de la Terre qui va générer des forces, ce qu'on appelle la force de Coriolis. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose qui va se passer encore en parallèle avec ça. Ce sont les masses d'air dont, si vous voulez, comment ces masses d'air vont réagir à différentes latitudes. Bon, on va retenir au moins cette chose qui est importante. C'est au niveau de l'équateur. Il y a des ascendances pratiquement verticales. Ce sont des nuages, pratiquement des évaporations. Vous savez que la région équatoriale, c'est quand même plein de soleil. C'est aussi une humidité continue. Vous avez ici la forêt dense, bien sûr. Sur le continent, vous avez la forêt dense, l'Amazone, si vous voulez ici. Vous avez la forêt dense africaine, etc. Donc là, c'est très humide.
c'est très humide, c'est ce qui va laisser des masses d'air très humides et chaudes qui vont monter, bien sûr, et subir des ascendances, c'est-à-dire ils montent vers le haut. Et ils montent verticalement vers le haut pour donner des grands nuages qu'on appelle des cumulonimbus à ce niveau, c'est-à-dire des nuages convectifs, de convection, c'est-à-dire des nuages qui vont faire une ascendance et monter et devenir de plus en plus gros, ce qu'on appelle des nuages orageux, tout simplement. Ce sont des sortes d'orages. Et ces orages vont faire circuler donc de la température et aussi de l'humidité, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? À un certain moment, ils vont se dilater et allant vers le nord, c'est ce qui va faire là, ce qu'on appelle la cellule de Hadley. Au départ, Hadley avait fait une seule cellule en fait, entre le pôle et l'équateur. C'est-à-dire, il a dit tout simplement qu'au départ, il y a une circulation, il y a un transfert d'énergie entre l'équateur et le pôle. C'est-à-dire qu'il y a un transport d'énergie qui va vers le pôle. Mais il s'est avéré qu'il y a d'autres cellules, il y a des cellules de Ferrel à 60 degrés à peu près, bien sûr, ouais, entre 40 et 60 degrés à ce niveau-là. Donc, ces cellules, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a ces masses d'air humides et chaudes vont subir une condensation et ils vont laisser bien sûr beaucoup de pluie sur la forêt dense ici, sur les niveaux, mais à partir de là ils vont devenir très secs et ils vont chuter vers les 30 degrés. Sur les 30 degrés, ça va faire une haute pression, parce que là c'est une basse pression. Donc c'est une basse pression qui va laisser s'échapper donc les nuages vers le haut et les masses d'air humides, alors que ici il y a une descendance, une subsidence, si on peut dire, de masse d'air. Ça va donner une haute pression et cette haute pression va tomber dans les 30 degrés. Donc ça va donner quoi? Ça va donner des hautes pressions, c'est-à-dire des anticyclones stationnaires, qui vont donner des déserts tout simplement. Les déserts, tous les déserts du globe sont à ce niveau de 30 degrés. Donc à ce niveau de 30 degrés, les déserts marocains, ici au sud de Sahara, bon, Niger, Tchad, etc., la Libye, l'Égypte, l'Arabie, etc. Donc ça c'est les déserts. De l'autre côté, bon, vous avez Texas, Nevada, etc. Donc tout ça c'est des grands déserts de ce côté-là. Il y a des déserts de la même manière vers le sud, tous les déserts ici au sud de l'Argentine, etc. Et des déserts de la Namibie, etc., de l'Afrique du Sud. Donc ce sont des déserts. Donc à 30 degrés, il y a des anticyclones stationnaires qui vont donner essentiellement des déserts. Pourquoi? Parce que c'est des masses d'air sec, de l'air sec et bien sûr froid et sec. Et, froid et sec. Attention, c'est quand même, ça vient du dessus. Ça vient, c'est une subsidence, c'est-à-dire des masses d'air qui vont aller vers le sol et qui vont augmenter ou faire augmenter la pression. Donc, haute pression. Et là, ce sont des basses pressions. Ici, une haute pression, enfin une basse pression qui va s'installer ici, essentiellement à la rencontre de ces cellules, la cellule de Ferrel avec la cellule polaire, parce qu'il ne faut pas oublier que là on a encore ici une haute pression polaire, soit en pôle sud, soit pôle nord, une haute pression, c'est-à-dire des masses d'air qui vont chuter vers le sol. Bon, je peux faire ça. Voilà. Je peux m'aider quand même avec deux schémas. Remarquez ici, nous allons parler de ce qui se passe ici dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère nord, les basses pressions. Si vous remarquez ce qui va se passer en équateur, vous avez des basses pressions et vous avez des masses d'air qui vont monter et faire une ascendance. C'est une ascendance de l'air. Les masses d'air vont bien sûr aller vers le haut. Ils vont subir une saturation possible en vapeur d'eau et une condensation. Il va donner des précipitations. Parce que
l'air chaud et humide, lorsque vous allez le rafraîchir, lorsque vous allez diminuer la température, vous allez passer par le point de rosée, ce qu'on appelle le point de rosée, donc la condensation. Et lorsque la condensation va devenir de plus en plus importante, les gouttelettes d'eau vont s'accumuler les unes sur les autres, bon, ça va laisser tomber de la pluie, c'est ce qui se passe sur les équateurs. Donc ça, c'est une ascendance de l'air et c'est une basse pression. Remarquez, dans l'hémisphère nord, on a une rotation des vents dans les basses pressions. La basse pression sera centrale et tout autour, bien sûr, on a bien sûr une rotation des vents, c'est-à-dire dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, retenons bien ça. Qu'est-ce qui va se passer, par exemple, sur les hautes pressions, soit les anticyclones stationnaires du désert? Ben, c'est une subsidence de l'air, c'est-à-dire des airs secs, froids et secs, c'est de l'air sec et froid, et qui va subsider, c'est-à-dire qui va faire de la pression sur la surface terrestre et ça va augmenter la pression. Bien sûr, les vents vont de haute pression vers les basses pressions. Donc les vents vont toujours des hautes pressions vers les basses pressions. Donc ça, c'est des choses que l'on va retenir. Bien sûr, ici 980, 1000, 1015, 1030. Donc ça, c'est pression atmosphérique en hectopascal, si vous voulez. Donc c'est ce que vous pouvez voir ici, par exemple. Ici, nous avons un anticyclone. L'anticyclone des Açores, pour nous, c'est quelque chose que l'on connaît. C'est 1030 A, c'est anticyclone. Et vous avez la dépression ici de l'Islande, D, c'est la dépression d'Islande, 960, 980, 1000, 1010 hectopascal. Donc là, vous voyez que c'est 1015. 1015, c'est la limite entre dépression et anticyclone. Si vous avez d'une nomenclature anglaise, vous allez trouver ici H comme high pressure, et là c'est L, low pressure. Donc là, vous allez trouver L, et là H. Donc gardons ici, c'est A, anticyclone, D, dépression. D'accord? Là, dans les dépressions, on a dit que les vents vont tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors que dans les anticyclones, les vents vont tourner dans le sens horaire, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok? Donc c'est ce que l'on a dit. Regardez, ici, dans les hautes pressions, vous avez des circulations qui vont de gauche vers la droite. De gauche vers la droite. Dans les basses pressions, vous avez le contraire. Donc D, ici, si vous avez D, basse pression, dépression. Ici, c'est A, haute pression. Ok? Haute pression, c'est anticyclone. Donc, basse pression, c'est en général des pluies, si vous voulez. Les haute pression, c'est en général le beau temps, en quelque sorte. Donc ça, c'est à savoir. Parfois, les hautes pressions peuvent donner, bien sûr, de la fraîcheur. Bon, qu'est-ce que l'on va... qu'est-ce qu'on va étudier exactement? On va étudier des phénomènes météorologiques qui sont de cette ampleur-là. L'image est prise par un satellite. D'un satellite, bien sûr. Vous voyez les bras des satellites ici. C'est des phénomènes gigantesques, bien sûr, que si vous voyez ici, vous allez voir que les vents vont tourner dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça tourne comme ça. Ok? Nous sommes dans l'hémisphère nord. Ça tourne autour d'un noyau. Un noyau ici qu'on appelle l'œil du cyclone. On va utiliser maintenant cyclone ou ouragan ou typhon, c'est la même chose. Vous allez voir pourquoi. Il y a trois noms qui vont dire la même chose. C'est ce que l'on va étudier. C'est essentiellement ces phénomènes météorologiques qui apparaissent
sur des océans ouverts et qui vont avoir des trajectoires et qui vont affecter des côtes continentales et des plages et des littoraux, bien sûr, et faire beaucoup de destruction et beaucoup de morts et beaucoup de pertes matérielles, bien sûr. Voilà notre objectif. J'espère que vous avez vu le film, bien sûr, parce que j'insiste sur le film. Il est primordial que vous voyez ce film, pas le regarder simplement, mais le regarder avec beaucoup de précision pour vous relever les données, parce que c'est un film sur lequel je m'appuie pour faire comprendre ce phénomène. C'est un film que j'ai remarqué qu'il est fait d'une façon scientifique. Il y a beaucoup de choses qui sont vérifiées et surtout il est basé sur les données de NOAA, qui est le centre américain de surveillance de la climatologie en général, mais surtout des tempêtes. Et ce sont bien sûr des images de satellites que vous avez ici. Bon, on va d'abord parler, je pense, oui, bon, le vent est créé son R, on voyage d'une région de haute pression. Bien sûr, donc, si vous voulez L, low pressure, ou high pressure, donc là c'est l'anticyclone, ça c'est la dépression. Il faut remarquer que ici les vents ils vont un petit peu vers le centre de la dépression, alors que là les vents vont sortir pratiquement, et là vous avez ces courbes de niveau, ce sont les isobars, c'est ce qu'on appelle des isobars. Les isobars, c'est quoi? C'est des courbes de niveau, enfin c'est des courbes de pression, d'égale pression, tout simplement. Ce sont des courbes d'égale pression. Si vous avez 1012 hectopascal ou millibars, vous avez toujours 1012 ici. Donc 1008, 1004. Donc vous avez la grande pression, la forte pression, vous avez au centre, et plus vous allez ici vers l'extérieur, plus la pression va bien sûr baisser. C'est le contraire. Ici, vous avez low, une dépression, D ou L, c'est la même chose. Dépression ou low, c'est la même chose, c'est une dépression. Et donc, vous avez le centre qui est la basse pression. Plus vous allez vers l'extérieur, plus la pression va augmenter. Bien sûr, les vents vont des hautes pressions vers les basses pressions. Toujours, les vents vont des hautes pressions vers les basses pressions. Pourquoi? Parce que c'est normal, c'est naturel. Si vous avez un ballon gonflé, bien sûr, vous lâchez un petit peu disons le tube qui va servir à le gonfler. Bien sûr, l'air va sortir puisqu'il est sous haute pression, sous pression, et il va sortir vers la basse pression. C'est ce qui est naturel. Donc, là aussi, les isobars que vous voyez dans la météo, ici ce sont les isobars, et je répète que 1015, c'est une limite sur laquelle on s'est mis d'accord pour mettre disons c'est la moyenne, et c'est la limite entre un anticyclone et une dépression. Un anticyclone et une dépression. D'accord? Une dépression et un anticyclone. Voilà. Les ouragans, c'est quoi? Et ces phénomènes naturels que l'on va étudier sont très particuliers. Ils sont très particuliers. On va parler de ouragan, typhon ou cyclone. C'est un phénomène, les trois termes, disons, signifient la même chose en quelque sorte. Vous allez voir pourquoi on utilise ces termes et dans quel sens. On appelle ouragan, typhon ou cyclone un phénomène météorologique tourbillonnaire des régions tropicales entre les latitudes 30 nord et 30 sud. D'accord? 30 nord et 30 sud. Accompagné de vents violents dont la vitesse dépasse 118 km/h. Donc on sort de ce qui est tempête. Là, on va dépasser ce que l'on est tempête. Tempête, c'est entre 63 km et 118 km. Mais là, c'est au-delà de 118 km. C'est-à-dire, ça dépasse les 12 degrés sur l'échelle Beaufort. Et à partir de là, on va leur donner un nom.
c'est-à-dire que les surveillants par satellite maintenant, parce que dans les temps anciens, ça faisait beaucoup de morts, on ne savait pas ce qui se passe et on ne s'attendait pas à ça jusqu'à ce que ça arrive. De toute façon, il y avait des milliers de morts sur les côtes américaines et soit l'Amérique centrale, soit l'Amérique des États-Unis, avant que les satellites ne prennent vraiment de l'élan et commencent à surveiller ça de très près. Donc, et jusqu'à maintenant, bien sûr, il y a toujours des morts dans d'autres régions du monde qui ont moins de satellites, qui ont moins de surveillance et qui ont moins de technologie, si vous voulez, et de connaissances là-dessus. Dans les régions de l'Inde, surtout le Bangladesh, et même dans les pays arabes, Oman, etc., il y a plein de choses qui arrivent jusqu'à maintenant, plein de gens qui meurent parce qu'ils n'ont aucune connaissance, bien sûr. Parce que si je tiens à ce que vous voyez ce film, c'est-à-dire il faut le voir jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde. Parce que vous allez voir que les Américains se préparent beaucoup mieux, bien sûr, et ils se barricadent beaucoup mieux, et il y a moins de morts quand même chez eux que si le phénomène arrive en Indonésie, ou en Inde, ou en Bangladesh, ou dans les terres du sud de l'Afrique, ou au Madagascar. Donc ça, c'est des phénomènes qui font des milliers de morts par an, bien sûr. Ils se forment à partir d'une onde tropicale, donc un ouragan, typhon ou cyclone. Ils vont se former à partir d'une onde tropicale qui évolue en une dépression tropicale et par la suite en tempête tropicale. Donc tout au départ, ça commence par une onde tropicale, c'est-à-dire une masse d'air humide qui va subir une ascendance et qui va se transformer en nuages très violents, orageux, ce qu'on appelle des cumulonimbus, et ces phénomènes vont commencer à tourner autour de lui-même et ça va prendre une direction donnée selon la météorologie et ces directions statistiquement sont bien définies. Ces phénomènes naissent sur des océans ouverts lorsque la surface océanique atteint une température de plus de 26 degrés Celsius, ce qui entraîne une évaporation intense et une ascendance des masses d'air humides qui finissent par se condenser jusqu'à des latitudes de 12 voire 18 km, parce que la troposphère sur l'équateur peut aller jusqu'à 18 km ou plus. Enfin, jusqu'à 12 km, c'est une moyenne. Donc, 15 et 18, 12 à 15, voire 17 km. Ce sont des cumulonimbus, des nuages orageux. Les cumulonimbus, c'est des nuages, je ne sais pas si vous faites la simple recherche sur internet pour trouver cumulonimbus, vous allez trouver de gros nuages avec de la foudre et des éclairs, etc., des masses de pluie et de grêle qui sont toujours violents, très violents. Donc ce sont des cumulonimbus très violents qui continuent à s'alimenter par l'évaporation océanique. Cette masse, si vous voulez, quand elle va s'alimenter, c'est d'après les études faites, la surface océanique sera mise, bien sûr, au rayonnement solaire, elle sera élevée à des températures de 26 degrés, même plus, 27 degrés et quelques, dans les études les plus récentes. La surface minimale élevée à plus de 26 degrés, capable de faire générer une tempête est de l'ordre de 10 millions de kilomètres carrés. Bon, 8,5, 10 puissance 6 km carrés, si vous voulez. Donc j'ai mis ici 10 millions de kilomètres carrés pour que ça soit très simple à retenir. Donc il faut avoir vraiment un grand espace qui sera élevé, une surface océanique qui sera élevée à cette température. Lorsque vous avez ces conditions, on a une nucléation, ce qu'on appelle le phénomène de nucléation, c'est-à-dire le phénomène de noyau qui va prendre place, une nucléation, et cette nucléation, bien sûr, c'est-à-dire le début d'une circulation cyclonique autour d'un œil. La dimension de ces phénomènes peut être de 500 à 1000 km de diamètre. La rotation des vents est cyclonique autour d'un noyau appelé l'œil du cyclone. Donc, c'est-à-dire que c'est ce que l'on voit ici. La circulation cyclonique,
c'est-à-dire ici dans l'hémisphère nord, dans le sens anti-horaire, autour d'un noyau qu'on appelle l'œil du cyclone. L'œil du cyclone. La rotation des vents est cyclonique autour d'un noyau appelé œil du cyclone. Les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord et dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud. Attention, dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse qui va se produire. Aussi bien pour les dépressions et anticyclones. Donc là, tout s'inverse dans l'hémisphère sud. Ici, une rotation du vent dans le sens cyclonique, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles du montre dans l'hémisphère nord, et c'est l'inverse qui va se produire dans l'hémisphère sud, vous allez le voir. L'œil du cyclone correspond à une zone de basse pression. Bien sûr, c'est au centre de l'œil, c'est la basse pression maximale, disons minimale, que la pression atteint à ce point. L'œil du cyclone correspond à un calme. En fait, lorsque vous allez voir le déroulement de ces choses, l'œil de cyclone qui peut atteindre 30 km, voire 50 km, donc c'est pas n'importe quoi, ce n'est pas quelque chose de circonscrit, c'est 30 km ou 50 km, et c'est une zone où il n'y a plus de vent. C'est-à-dire, si vous imaginez que le cyclone arrive, il arrive avec des vents qui vont être de plus en plus violents jusqu'à un point où ça s'arrête. Donc ça, vous atteignez l'œil. Arrivant, l'œil va passer avec un calme. On dit que c'est un calme, pratiquement, on ne se sent rien. C'est-à-dire que les vents, disons, il n'y a plus de vent. Il n'y a même pas de pluie. Parfois, on voit le ciel bleu, etc. Mais tout d'un coup, comme ça, va commencer encore l'autre partie. C'est-à-dire l'autre diamètre, l'autre rayon, si on peut dire, du cyclone. Vous allez le voir tout de suite. La vitesse de déplacement de l'ensemble varie entre 10 et 30 degrés. Donc ici, regardez, si vous imaginez que ça c'est 30 degrés, ça c'est le noyau, c'est 30 degrés, il n'y a pas de vent à l'intérieur. Mais le vent va commencer à augmenter depuis la périphérie. Si vous êtes ici, donc vous allez recevoir les vents de plus en plus forts jusqu'à un certain moment. Ça va s'arrêter carrément pendant le passage de l'œil, et puis ça va reprendre de vraiment très fort, et enfin ça va s'arrêter ou ça va se dissiper après, bien sûr, lorsque vous arrivez ici. Donc on imagine que ça avance dans un sens. L'ensemble, l'œil, l'ensemble, on a dit que c'est 500 à 1000 km, mais l'ensemble va se déplacer à une vitesse de 10 à 30 km par heure. C'est-à-dire que l'œil va se déplacer dans le sens de sa trajectoire de 10 à 30 km par heure. Ok? Voilà comment ça se passe. Donc, si vous avez vu le film, ça explique largement les choses. Donc, c'est pas la peine que je répète ça. Donc vous revoyez le film. Je ne peux pas le passer sur une vidéo parce que ça ne sera plus possible de faire passer la vidéo sur YouTube, bien sûr. Donc là, c'est le noyau, la nucléation, si vous voulez, qui va prendre l'onde tropicale va commencer à prendre sa forme, et plus il va s'alimenter par l'évaporation océanique, bien sûr, par cette surface qui va s'alimenter, et plus on aura des masses d'eau, bien sûr, qui vont monter vers des vapeurs d'eau qui vont se condenser vers le haut, et ça va devenir de plus en plus gigantesque au fur et à mesure qu'il va être sur l'océan, bien sûr. Voici, si vous voulez, l'anatomie d'un ouragan. Un ouragan, j'ai utilisé ouragan, typhon, cyclone, 3 termes, c'est la même chose, soi-disant. Mais dans tous les cas, ici, ce qui nous intéresse, je ne vais pas m'intéresser à ces flèches, mais on va quand même lire l'ensemble. Altitude maximale, c'est entre 15 et 17, c'est-à-dire l'altitude auquel peuvent arriver les nuages vers le haut, dans l'altitude, c'est entre 15 et 17 km dans la région tropicale. Diamètre 500 à 1000 km. Le flux d'évaporation de l'océan alimente l'ouragan en énergie.
Donc, il y a une énergie, une évaporation qui va intensément, qui va, bien sûr, elle est intense, et qui va nourrir, si vous voulez, ces nuages pour qu'elles deviennent de plus en plus violentes. Ou ces orages deviennent de plus en plus violents. Il s'affaiblit en touchant la terre, bien sûr, on va revenir à ça. Les ouragans s'appellent typhons dans le Pacifique. Voilà pourquoi on a utilisé les trois termes. Donc, les ouragans dans l'Atlantique Nord, ça s'appelle des ouragans. Dans l'Atlantique Nord, c'est-à-dire toute l'Atlantique entre nous, ici en Afrique, et l'Amérique, on va parler des ouragans. Et il y a une partie ouest des États-Unis qui va aussi parler des ouragans. La partie nord des États-Unis, on parle des ouragans. Mais il y a la partie cyclone, c'est dans l'océan Indien. Cyclone, c'est autour de l'Australie. Autour de l'Australie, on va parler de cyclone essentiellement. Mais on va parler de typhon, c'est dans les îles du Japon, la Chine, l'Indonésie, on va parler de typhon. Donc, l'Indonésie, Japon, Chine, on va parler de typhon. Donc, ça, c'est ce que l'on a. Le mur, vous avez le mur de l'ouragan. Donc, vous voyez que là, c'est l'œil. L'œil, elle peut être 30 km. Le déplacement dans le sens de la trajectoire est 10 à 30 km par heure. Et l'œil peut être de 30 km. Vous voyez que si, par exemple, vous avez ici, si un ouragan passe avec 30 km de l'œil, de diamètre, ben, ça donne une heure, si vous voulez, une heure de calme. C'est ça ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est-à-dire que vous assistez à des vents qui vont devenir très très violents, et après il y a un calme pendant une heure, et voici la reprise qui va prendre le relais ou la relève, et donc vous aurez des vents encore très très forts et qui vont finir par tomber lorsque l'ouragan va arriver à ce niveau. Donc, vous imaginez que ça passe sur un point, et donc ce point-là, un point quelconque, va recevoir d'abord le premier, puis des vents violents ici, puis un calme, celui de l'œil, puis des vents très violents à ce niveau, et puis le calme et la fin de l'ouragan. Donc ça, c'est... il y a une autre chose, c'est que les vents vont s'inverser. Ne vous intéressez pas à ces flèches, parce qu'ils sont très mal foutus, quand même. Ne vous intéressez pas aux flèches. Donc, je dirais que si vous avez des vents cycloniques, ce côté-là, ok, c'est-à-dire, ça va dans ce sens, ok. Mais lorsque vous allez passer de l'autre côté, les vents vont s'inverser, c'est-à-dire qu'ils vont devenir comme ça. Ils vont devenir comme ça. Donc, si vous avez reçu avant l'œil des vents nord-sud, ben, sachez qu'après l'œil, vous allez recevoir des vents sud-nord. Si vous avez reçu nord-sud, vous allez recevoir des vents sud-nord. Donc, c'est très violent et c'est très embarrassant, parce que même si une chose est basculée vers le sud, ben, l'autre partie va la basculer vers le nord, c'est-à-dire qu'elle va l'enlever carrément. Il s'agit d'un arbre ou n'importe quoi. Voici les noms, tout simplement. Donc, gardez ces noms. Ouragan dans l'Atlantique nord et sud, et la partie nord de l'océan Pacifique en face des États-Unis, des Amériques. Le typhon, c'est essentiellement dans les parties Indonésie, Chine, Japon, Chine. Donc on appelle ça des typhons dans cette partie de l'Asie du Sud-Est. Et on appelle ça des cyclones autour de l'Australie, mais aussi dans, regardez, les cyclones, on va parler dans l'Inde, l'Arabie. Parfois ces phénomènes touchent bien sûr l'Oman et ici le Yémen. Ils peuvent toucher largement l'île de Madagascar, et Mozambique bien sûr, et ils peuvent toucher parfois, non rarement quand même, les côtes du Chili ici. Donc là, c'est
les appellations et les zones dans lesquelles on utilise ces noms. Bon, vous savez que la fréquence des ouragans, des typhons, etc. vont dépendre du rayonnement subi par les océans, bien sûr, parce qu'on a dit que l'océan, il va être élevé, la surface océanique sera élevée à 26 degrés, sur une surface de 10 km, de 10 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire que ça a un rapport avec le rayonnement qui arrive à la surface. Et donc, ça a un rapport avec la saison. C'est pour ça que la partie nord, surtout si on parle de l'Atlantique Nord, parlons de l'Atlantique Nord, l'Atlantique Nord va subir donc la majeure partie du rayonnement, c'est entre juin et octobre, si vous voulez. Et c'est la saison, bien sûr, la saison des ouragans. C'est la saison des ouragans dans l'Atlantique Nord. C'est la saison des ouragans. Donc, vous aurez toujours les ouragans qui vont commencer à partir de mai, juin, juillet, août. Ça va vers octobre et ça finit par au départ de novembre. Donc là, c'est la saison de fréquence, bien sûr, maximale. C'est essentiellement, bien sûr, entre mai, juin, juillet, août, septembre et octobre. Donc ça, c'est les mois, bien sûr, maximum de fréquence de ces ouragans dans l'Atlantique Nord. Bien sûr, si l'on parle des cyclones dans l'Australie, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que disons la fréquence maximale, c'est plutôt entre novembre et mai. C'est entre novembre et mai que l'on va assister à des cyclones, bien sûr, autour de l'Australie. Donc là, ça a un rapport avec, bien sûr, les saisons, comme on les avait vues. Lorsqu'un typhon ou lorsque un ouragan ou un cyclone dépasse, bien sûr, vient de se former, c'est-à-dire dépasse la vitesse des vents dépassant 18 km par heure, on lui donne un nom. Maintenant, c'est surveillé par satellite, bien sûr, et par les gens de la météo. Donc, on va lui donner un nom. Et ce nom, comme vous voyez ici, ce sont des noms de homme, femme, homme, femme, homme, femme, homme, femme. Parce qu'au départ, on donnait ça des noms de femmes, et bien sûr, les mouvements féministes n'étaient pas d'accord. Donc, on a finalement dit homme, femme, c'est comme ça. Donc, voici la liste de 2020 dans l'océan Atlantique Nord. Dans l'océan Atlantique Nord, voici les noms qui sont déjà préparés pour les cyclones que l'on va vivre, que la région, bien sûr, vont vivre cette année. C'est-à-dire qu'à partir de juin ou même fin mai, vous allez commencer à parler de Arthur. Peut-être il y aura un Arthur. Suivi de Bertha, suivi de Cristobal, suivi de Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, etc. Vers la fin, il peut y avoir Vicky, etc. Donc ici, il y a 21 noms, bien sûr. Et comme par hasard, en 2017, il y avait 27 ouragans. Ce qui veut dire qu'on avait terminé avec des alpha, oméga, etc. Des bêta et des alpha, oméga. Donc des lettres grecques. Mais jusqu'à maintenant, on laisse toujours 21 noms par année. C'est déjà une moyenne. Parmi ces 21, il y aura certainement un ou deux qui seront très très forts. Et là, on remarque que ces phénomènes deviennent de plus en plus violents ces dernières années. Donc, c'est les noms qui sont déjà prêts. Vous voyez que les noms sont 2020, 2019. C'est déjà fait. On avait 2019 qui était le plus fort. Là, Andrea, non, c'est un autre nom. Je ne retiens pas un nom qui est fort ici, je sais pas, mais
2018, il y avait quand même Florence qui était très violente. Et 2017, vous avez bien sûr Irma qui était très violent. Donc voici les noms et c'est les listes. Bon, comment disons, les noms adoptés dans différentes régions du monde ne sont pas toujours les mêmes parce que Météo France, le service météorologique indien, le bureau de météorologie, Fiji Meteorological Service, agence météorologique du Japon, etc. Ce sont des centres différents et chacun a disons, ses nominations, ses grades, etc. Mais en général, bon, il y a quand même une moyenne sur laquelle on peut bien sûr se mettre d'accord, tout à fait. Mais pour le restant ici dans l'Atlantique Nord, donc Pacifique Nord, Est et Atlantique Nord. Donc c'est ce qui va intéresser les Américains, surtout disons les États-Unis. Ils vont parler de dépression tropicale lorsque vous avez 0 à 6 sur l'échelle Beaufort, c'est-à-dire inférieur à 28 nœuds, bien sûr. Disons 63 jusqu'à 63 jusqu'à 68, enfin 118 ici, jusqu'à 118 km par heure, c'est la fin. Ici, c'est 8, 9, 10. À partir de 10 et lorsque l'on va dépasser 118 km par heure, on va parler de ouragan. Ouragan, bien sûr, selon l'échelle de Simpson, bien sûr que l'on va voir, on aura 5 grades. On a une échelle détaillée, ou si vous voulez, graduée en 5 échelles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est l'échelle Simpson. Donc, dépression tropicale, tempête tropicale, et on passe à ouragan. Je dis bien que nous sommes ici dans le Pacifique Nord et l'Atlantique du Nord. Donc l'Atlantique Nord, c'est la nomenclature qui va nous intéresser à ce niveau. Voici de quoi on parle. Ce sont des phénomènes ici dans, je ne me rappelle plus le nom parce que ce sont des images que j'avais prises depuis longtemps, que j'avais dans mes archives, et c'est peut-être Lewis, oui, c'est de Lewis 1998 ou quelque chose comme ça. Regardez bien, ça c'est l'œil du cyclone. Vous avez une circulation cyclonique, bien sûr, anti-horaire, dans le sens inverse des aiguilles du montre, et nous sommes ici, vous avez ici le Honduras, vous avez une partie du Brésil, vous avez certainement une partie ici du Cuba, et vous êtes sur l'entrée des Caraïbes ici, la mer des Caraïbes et puis le golfe du Mexique. Donc vous voyez ici les nuages, regardez ces nuages comme ça, qui sont chou-fleurs, tout simplement un chou-fleur, c'est ce qu'on appelle les cumulonimbus, Donc ces cumulonimbus s'alimentent sur les eaux océaniques et deviennent de plus en plus violents avec des grêles, des pluies, des vents, etc. Et tout ça, bien sûr, ça tourbillonne autour de l'œil et ça avance. Donc tout ce système, il va avancer, bien sûr, en allant pour s'attaquer à ces îles, bien sûr, comme vous avez vu sur le film. Donc je vous conseille, le film est très important, ça vous aide à comprendre tous ces phénomènes sans aucun problème. Bon, ici vous avez Jamaïca, Cuba, le Honduras et d'autres pays bien sûr de l'Amérique latine. Donc le noyau, c'est un autre cyclone ici, et avec toujours ces cumulonimbus et ces nuages très forts bien sûr. Donc si vous voulez, je peux m'arrêter un tout petit moment. Bon, ici je vous montre quand même, vous pouvez télécharger ça si vous voulez sur Cloud Chart.
bon, front PDF. Vous pouvez télécharger ça, les nuages sur NOAA, le service américain de climatologie. Donc, c'est les cumulonimbus. Vous voyez, les cumulonimbus, c'est quoi? Ce sont des nuages orageux convectifs, convection, si vous voulez, qui vont être ascendants et qui vont se nourrir essentiellement sur les masses d'air, surtout bien sûr humide et chaud, et qui vont bien sûr donner cette chou-fleur, cet aspect de chou-fleur qui va augmenter. On a l'impression de le voir chez nous de temps en temps, mais pas vraiment de cette dimension de l'équateur. Parce que là, ça peut remonter jusqu'à 18 km, voire 12-15 km. Ce sont des cumulonimbus. Donc les cumulonimbus, ce sont des nuages orageux, tout simplement. On peut les voir chez nous, bien sûr. Ça arrive de temps en temps. Mais surtout à la fin du printemps, certainement, parfois, c'est des orages qui peuvent dégénérer vraiment avec une grande pluviométrie et accompagné de grêle parfois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les cumulonimbus. Donc vous voyez ici, c'est la troposphère qui est à 2002 km, 6 km et plus. Ça peut aller jusqu'à 18 km. Donc les nuages, on a les cumulus. Vous trouvez cumulus. On a les cumulus, mais ce sont les nuages de beau temps, ce qu'on appelle des nuages de beau temps. Regardez, ça, ce sont des cumulus. Ce sont les cumulus. Alors que les cumulonimbus, ce sont ces nuages-là. Regardez, je vais centrer. Les cumulonimbus, moi j'ai d'autres images beaucoup plus importantes que ça. Les cumulonimbus, c'est des choux-fleurs. Ça explose vers le haut, ça monte, et ça monte rapidement. Ça peut se développer en 20 minutes, voire 1 heure, et atteindre 12 km vers le haut. Et ça se charge par des masses d'eau colossales, quoi. Ça laisse tomber des millions de tonnes, parfois, d'eau. Bon, les autres nuages, vous savez que, par exemple, les cirrus ici, ce sont des nuages de haut niveau. Là. Les cirrus, ce sont essentiellement des particules de glace. Les cirrus, les cirrocumulus, ce sont des particules de glace. Ici, les cirrus sont ça. Parce qu'à ce niveau-là, vous avez déjà moins 50 degrés. Donc c'est pas de l'eau, c'est des glaces. Bon, les cirrocumulus, bien sûr, bon, c'est des nuages avec un petit peu mamelonnés comme ça. Bon, les altos, on appelle alto, c'est la partie médiane ici. Entre 2000 et 6000 km, on appelle alto. C'est alto stratus, alto cumulus. C'est les nuages de niveau moyen. Puis les nuages bas, c'est les cumulus parfois, les cumulus très bas. Les stratocumulus, un petit peu vers le sommet de 2000 km, à 2000 mètres. Les stratus, c'est à peu près, si vous voulez, un petit peu le brouillard, quoi. Stratus, parfois c'est très proche. Voilà, ça c'est les nuages de bas niveau, bien sûr. Les nimbostratus, ce sont les nuages qui vont donner de la pluie. Parfois, ça peut aller entre les niveaux moyens et au niveau supérieur. Et le nimbostratus, c'est-à-dire les nuages à pluie. Nimbo, c'est pluie. Donc ça, c'est, je ne sais pas si vous pouvez le télécharger, essayer de faire une petite recherche sur les nuages. Ça vous aidera à comprendre les différences entre les nuages et les noms. Cirrostratus, cirrus, ben, ici altocumulus, altocumulus lenticularis, c'est des nuages lenticulaires. On les trouve en général sur les montagnes, les hautes montagnes. Bon, voilà donc les cumulus, tout à fait ordinaires, donc de beau temps. Les stratocumulus, mais ce qui est violent vraiment, ce sont les cumulonimbus. Ce sont les cumulonimbus. Il y a d'autres nuages qui
heureusement ça n'apparaît pas chez nous, mais ça apparaît beaucoup dans certains États des États-Unis, qui sont très violents, bien sûr, ça donne des tornades, etc. Donc ça, si vous voulez apprendre, vous pouvez bien sûr chercher ça sur NOAA, CloudWise. NOAA, c'est le service américain de météorologie. Voilà. NOAA, donc retenez bien NOAA. Donc c'est un service où vous allez trouver beaucoup de données, bien sûr, sur la météorologie internationale, et vous pouvez suivre la météorologie sur tout le globe à chaque heure, si vous voulez. Voilà, donc je laisse ça, je reviens à mon... Donc là, je continue sur des ouragans de l'hémisphère nord. L'hémisphère nord, nous sommes bien Jamaïque, Cuba, ça se trouve dans l'Amérique latine. Regardez ça aussi. C'est dans les Jamaïques, Cuba, c'est dans les Caraïbes. Mais ici, regardez bien ceci. Ça c'est Madagascar, ça c'est le Mozambique, Zimbabwe, Swaziland, South Africa, donc l'Afrique du Sud. Et là c'est le canal du Mozambique, bien sûr, et vous savez que c'est l'Afrique du Sud. Nous sommes dans l'hémisphère sud. Regardez bien, les nuages, ils n'ont plus cette allure. Regardez, ça tourne dans ce sens, dans le sens anti-horaire. Regardez ici, ça tourne dans le sens horaire. Ça tourne dans le sens horaire. Donc si vous voyez un anticyclone, ici c'est on va appeler ça un cyclone, bien sûr. Là c'est un cyclone parce que autour de l'Australie, et ici c'est ce qu'on appelle un cyclone. Donc vous avez ces cyclones qui vont, c'est le même phénomène si vous voulez, mais vous avez la rotation des vents qui va dans le sens horaire. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'hémisphère sud, tout simplement. Donc surveillez bien les trajectoires. Donc la trajectoire, une fois que ces phénomènes prennent naissance sur une surface océanique de grande ampleur, de 10 km², 10 millions de kilomètres carrés, et qui sont élevés à 26 degrés, bien sûr, ces phénomènes vont subir un mouvement, et ils seront bien sûr plus ou moins influencés par les alizés, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure les alizés dans la première vidéo, la deuxième, c'est-à-dire qu'ils sont influencés par ces alizés pour prendre ces trajectoires. Donc on remarque que dans l'hémisphère nord, les ouragans dans l'Atlantique Nord, par exemple ici, ils vont directement vers le nord-est. Ils vont vers l'ouest, et ils vont vers le nord. Qu'est-ce que j'ai dit? Le nord-ouest. Le nord-ouest. Ok? Ils vont vers le nord-ouest. Ils vont attaquer carrément et affecter les côtes est des États-Unis et des Amériques. Donc, ils vont affecter les côtes est des Amériques jusqu'à une latitude de 35 degrés ou 40, mais vraiment, regardez, Canada, il échappe carrément à ce problème. Parce que les États-Unis sont largement sur la trajectoire. Il y a le Cuba, tous les pays ici de l'Amérique centrale qui sont affectés par ce phénomène plusieurs fois par année, bien sûr. Donc on va revenir à ce schéma tout de suite. Les ouragans prennent naissance à des latitudes de 5 à 10 degrés nord et sud de l'équateur. Donc remarquons sur cette cartographie ici, ce sont, je vous le dis ici, ce sont les
les ouragans entre 1980 et 2005, je pense, 2005. Donc, les ouragans entre 1980 et 2005. Donc, ils sont tous là. Enfin, les ouragans, les typhons et les cyclones. On appelle cyclone ici, typhon ici et ouragan à ce niveau. Donc, ouragan, ce sont la zone où l'on appelle ça des ouragans. Ici, ce sont des cyclones autour de l'Australie et sur l'Afrique du Sud. Et là, ce sont des typhons. Ici, on utilise le terme ou le mot typhon. D'accord? Voilà, donc ces dénominations comme ça. Remarquez que au Brésil, le sud de l'Atlantique, il est presque rien. Il y a presque rien. Presque rien. Pourquoi? On dit que l'Atlantique sud est beaucoup plus froid. C'est beaucoup plus froid. Il reçoit des courants d'eau, des masses glaciales antarctiques, c'est-à-dire du pôle sud. Et il paraît qu'il n'y a pas de naissance, sauf rarement, il y a un qui est né ici au sud du Brésil, mais pas vraiment quelque chose de... Vous voyez, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc l'Atlantique sud, c'est presque sans... Il n'y a pas disons, d'ouragan à ce niveau. Alors que dans l'océan Pacifique, sud, regardez, dans l'océan Pacifique ou dans l'océan Indien, ici l'océan Indien, ici le Pacifique, vous voyez, c'est beaucoup de cyclones quand même à ce niveau et beaucoup de typhons à ce niveau. Ok? Voilà, je vais lire ça quand même avant de finir cette partie. Les ouragans prennent naissance à des latitudes de 5 à 10 degrés nord et sud de l'équateur. Ok? Une zone entre 5 degrés nord et 5 degrés sud reste une zone calme. C'est la zone de convergence. Regardez cette zone équatoriale, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a vraiment rien qui se passe. On a un calme équatorial à ce niveau. Donc là, on a dit que ce sont les projections de toutes les trajectoires des cyclones des dernières années de 1980 à 2005 ou 2010. Je ne me souviens pas vraiment de données. Donc là, les ouragans suivent une trajectoire vers le nord-ouest dans l'Atlantique Nord, affectant les côtes est du continent américain. Je viens de le dire. Si l'on reste ici dans l'Atlantique Nord, on voit que ces ouragans prennent naissance du large des côtes africaines. Ils vont se diriger vers le nord-ouest. Ils vont affecter soit l'Amérique latine ici, soit l'Amérique du Nord, jusqu'aux latitudes du Canada. Donc jusqu'à 40 degrés à peu près par là. Et ils vont parfois tourner à droite. Et ça c'est important. Parce que on remarque que de plus en plus, il y a des ouragans qui vont faire ce cercle et retourner à droite et attaquer l'Europe de l'Ouest ou sinon l'Afrique du Nord. Donc ça c'est très important à surveiller, bien sûr, dans les années à suivre ou dans les années qui viennent, parce que le réchauffement climatique va effectivement faire accélérer ce phénomène. Ils n'atteignent que rarement des latitudes dépassant 40 degrés, parce que le Canada il est rarement intéressé par ce phénomène, alors que les États-Unis payent très cher, bien sûr, ce phénomène, des milliards de dollars, des centaines de milliards de dollars par an, bien sûr, parfois. Ils peuvent traverser le continent et en affecter la côte ouest lorsque les terres sont réduites, par exemple dans l'Amérique centrale ou l'Australie du Nord. Si vous remarquez ici, il peut y avoir certains ouragans qui peuvent traverser carrément les terres ici. Ils peuvent tenir le coup en traversant les terres et ils peuvent renaître et être réalimentés par les eaux pour attaquer la côte ici ouest, disons ouest américaine. Donc ça, c'est ce que l'on dit. Lorsque les terres sont réduites, les ouragans peuvent traverser et atteindre carrément les côtes ouest. C'est ce qui arrive aussi au nord de l'Australie.
Donc au nord d'Australie, il y a certains ouragans, certains cyclones ici, qui naissent dans l'océan Pacifique Sud, à ce niveau, et ils peuvent aller suivre la côte australienne et affecter carrément la côte ouest de l'Australie. Sinon, traverser et aller jusqu'à Madagascar, c'est possible. Donc là, c'est des phénomènes, bien sûr, météorologiques qui s'alimentent par les eaux chaudes chauffées de la surface océanique et par l'évaporation intense et par les masses d'air humides, bien sûr, pour aller de plus en plus loin, bien sûr. Et on va revenir à cette image, bien sûr. Lorsque l'ouragan rentre sur le continent, il s'affaiblit, se transforme en une tempête de pluie. Il donne toujours des pluies, bien sûr, ou dépression tropicale. C'est-à-dire que ça dégringole et ça chute de vitesse de vent. Et bien sûr, il va quand même laisser tomber les pluies qu'il transporte. Donc, lorsque l'ouragan n'est plus alimenté par les masses, bien sûr, il va rentrer sur le continent et il va donner des tempêtes tropicales, parfois avec des pluies très très importantes et des inondations, etc. Ça, il suffit de suivre un petit peu les informations pour le savoir. Certains ouragans montrent une trajectoire rotationnelle en évoluant vers le nord-est. Bon, ça c'est le problème, c'est notre problème. Regardez, il y a de plus en plus des ouragans qui font cette rotation et ils vont regardez, il y a un qui est arrivé à faire cette rotation et il a traversé le Maroc. Vous allez voir, je pense, j'ai pris cette photo, voilà. Regardons dans l'Atlantique Nord ici. Certains ouragans peuvent naître bien sûr dans ces latitudes et ils vont faire la rotation. Ils vont faire cette trajectoire circulaire et reviennent vers l'Europe de l'Ouest ou vers l'Afrique du Nord. Et de plus en plus, on remarque que ces ouragans peuvent être le noyau de tempêtes qui vont naître et prendre le relais, bien sûr. Et donc ça, c'est quand même très ça se remarque, c'est-à-dire que de plus en plus on parle de réchauffement climatique, plus ces phénomènes deviennent violents et plus on craint d'être vraiment un petit peu des cibles de ces trajectoires, comme c'est le cas ici des Amériques et de l'Amérique latine, comme un petit peu ce que vous avez vu sur le film, bien sûr. Le film, Saint-Martin, il se trouve ici. Regardez, Saint-Martin, il va se trouver exactement ici. Le film, il parle de cette trajectoire. C'est le parcours. C'est le parcours de ces ouragans. Annuellement, il y a 11, 12, il y a 2 ou 3 qui sont très très violentes. Donc là, le Saint-Martin, le film Irma, il va parler de région qui est située exactement ici. Donc vous voyez l'abondance de ces phénomènes qui passent bien sûr ici. Heureusement, bien sûr pour nous, bon, ça, on n'est pas vraiment, on est plus ou moins à l'abri, bien sûr. Mais ce phénomène risque de devenir de plus en plus, parce que là, jusqu'à maintenant, attention, ce que vous avez ici, c'est jusqu'à 2005. J'essaie de trouver les données plus récentes, surtout de 2010 à 2020. J'essaierai de vous afficher ça dans la vidéo qui va suivre, bien sûr. Bon, ici, on va s'arrêter ici pour parler par la suite des phénomènes d'érosion sur la côte. Donc là, c'est une introduction, mais je vous conseille, s'il vous plaît, je vous demande de bien voir le film, de revoir le film, de voir toutes les séquences du film, parce que il y a des choses très intéressantes sur la nucléation, sur la vitesse, sur la trajectoire, sur les préparations. Attention, il n'y a pas que seulement le phénomène naturel, mais il y a aussi la gestion du risque. Il y a le risque naturel, mais il y a aussi la gestion du risque.
soit de point de vue humain, de point de vue matériel, etc. Préparation, vous voyez les gens comment ils font. Lorsqu'ils sont avertis à temps, bien sûr, ils se préparent, ils vont faire beaucoup de choses, et c'est ça ce qui nous importe. Pas seulement le phénomène, mais le risque comme étant le risque, et la gestion du risque, et aussi les aléas, et les, disons, le phénomène risque matériel, humain, et préparation et gestion aussi. Gestion après le risque. Après avoir l'aléa, comment peut-on gérer ce risque, bien sûr. Voilà ce qui est important à voir. Bien sûr, nous vivons des difficultés de ce virus, bien sûr. Vous voyez, c'est un risque, ça. C'est un risque, et vous voyez que la gestion du risque, elle est très importante. C'est-à-dire, il faut se préparer. Il faut préparer la population à vivre le risque et à s'adapter et à faire un petit peu des provisions, à ne pas, disons, faire des choses qui peuvent altérer disons, aux libertés des autres, etc. Donc là, c'est tout à fait un risque naturel qu'il faut, bien sûr, gérer. Voilà. On va revenir à ces choses. Voilà, je dis que les données ici sont de 1980 à 2005. Et j'essaierai d'avoir les données tout à fait actualisées sur le service NOAA des États-Unis. Merci, je m'arrête ici parce que si la vidéo, si je vais plus loin, bon, la vidéo risque de ne pas passer pratiquement. Donc il y aura une autre vidéo sur le phénomène sédimentaire, les côtes, l'analyse, enfin, comment on reconnaît les dépôts dans les séries anciennes, etc., les caractéristiques sédimentologiques, le phénomène lui-même, etc. Mais je vous conseille toujours de revoir le film, bien sûr, sur les marées, l'onde de tempête, et la houle de tempête aussi, et tout ce que vous pouvez voir sur le film, bien sûr, est intéressant. Voilà, au revoir et merci.